Un soir tranquille, dans une station-service, une infirmière noire et son jeune fils s'arrêtent pour faire le plein sur le chemin du retour. Mais leur nuit paisible prend une tournure brutale lorsque deux policiers blancs arrivent. Ce qui commence par des paroles moqueuses se transforme rapidement en actes violents. Mais juste au moment où leur vie est en jeu, une paire de phares perce l'obscurité, et au moment où son frère sort de la voiture, ces officiers sont sur le point de regretter d'avoir choisi la mauvaise famille à harceler. Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous la regardez. Nous aimons entendre votre avis. Il était un peu plus de 21h un lundi soir lorsque Daniel Brox a garé sa Honda Accord argentée à la pompe 6 de la station-service située près de l'autoroute 83. La route était calme. Trop calme. Le genre de silence qui ne semblait pas paisible, juste vide. Une pluie légère tombait en fines traînées paresseuses. À peine assez pour mouiller le pare-brise, mais suffisamment pour recouvrir le toit noir d'un éclat brillant. Les grandes lampes au-dessus bourdonnaient faiblement et projetaient une lueur jaune délavée sur le terrain, faisant ressembler l'endroit plus à un parking oublié qu'à un endroit destiné à s'arrêter et à se reposer. Daniel sortit de la voiture avec un léger grognement, son corps raide après un quart de travail de 12 heures aux urgences. Sa blouse bleu marine était encore humide sur les bords à cause d'une éclaboussure plus tôt dans la journée, et le badge blanc accroché à sa poitrine portant son nom et sa photo se balançait légèrement alors qu'elle marchait. Son visage était beau, mais tiré, fatigué comme c'est souvent le cas des mères qui travaillent. Des cernes sous les yeux, des cheveux tirés en arrière en un chignon désordonné, des lèvres pressées en une fine ligne. Mais ses mouvements étaient réguliers et exercés. Ce n'était pas nouveau. C'était juste un lundi. Sur la banquette arrière, son fils de 10 ans, Jalen, était assis, les genoux repliés sous sa tablette. Il portait un sweat à capuche gris avec les manches remontées à mi-hauteur des bras et un masque jetable sur le visage, plus par habitude que par peur. Son asthme rendait les nuits froides difficiles. Son inhalateur était posé sur le siège à côté de lui comme une arme chargée. Fermé. Nécessaire. Prêt. Daniel tapota légèrement la fenêtre. Je vais prendre une bouteille d'eau. 2 minutes. Tu vas bien, bébé? Jalen leva les yeux à moitié cachés sous sa capuche, et lui fit un signe de pouce levé. Je fais de l'orthographe. Bien. Verrouille la porte. Elle sourit faiblement et se dirigea vers la pompe. À moins de 30 pieds de distance, une voiture de police était immobilisée près de l'appareil à air comprimé. À l'intérieur se trouvaient 2 officiers blancs. Brent Holloway, la quarantaine, avec une mâchoire épaisse et un cou brûlé par le soleil, et Marcus Doyle, plus mince, plus jeune, avec une coupe au bol et l'habitude de faire craquer ses articulations toutes les quelques minutes comme s'il avait besoin de quelque chose à frapper. Leurs yeux ont suivi Daniel dès qu'elle est sortie de la voiture. « Regarde ça », marmonna Doyle en sirotant une gorgée de café dans un gobelet en papier. Jante Accord personnalisée de dernière génération, tenues impeccables. Tu crois que c'est à elle? Holloway eut un petit rire. S'il vous plaît, pas question. C'est le fouet de quelqu'un d'autre. Allons voir. Ils sortirent lentement, délibérément, sans courir, ni même rapidement, juste calculés, comme s'ils avaient du temps et de la confiance à revendre. Daniel les remarqua immédiatement alors qu'ils s'approchaient. Elle se redressa instinctivement, se redressant, une main toujours sur la poignée de la pompe. « Soirée », dit-elle d'une voix égale, mais le sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Vous êtes propriétaire de cette voiture, madame ?» demanda Holloway, ses yeux scrutant tout sauf son visage, ses mains, ses poches, le badge sur sa poitrine, puis ses chaussures. « Oui, monsieur. Je l'ai acheté le mois dernier. » « Les plaques sont à jour », répondit-elle en fouillant dans sa poche pour trouver son permis et sa carte grise. Sa voix restait égale, prudente, polie, mais pas soumise. Doyle fit le tour de l'arrière de la voiture, faisant semblant d'inspecter la plaque. « Nous avons reçu un rapport sur une voiture correspondant à cette description, simplement en faisant notre travail. » Daniel a remis les documents. « Bien sûr, voici tout ce dont vous avez besoin. » Aucun d'eux n'a regardé les papiers. Holloway les laissa simplement pendre dans sa main tout en la regardant directement. « Vous travaillez chez Riverhill General ?» demanda-t-il. « Oui, je suis infirmière. Équipe de nuit. »
C'est drôle, dit-il en inclinant la tête. Tu ne ressembles pas vraiment à quelqu'un qui conduit une voiture comme celle-ci. Daniel cligna des yeux une fois, puis 2 fois. Elle n'a pas répondu. Pas tout de suite. Elle l'avait déjà entendu. Elle savait exactement ce que cela signifiait. À l'intérieur de la voiture, Jalen avait arrêté de faire ses devoirs. Il regardait maintenant à travers la fenêtre, la posture raide, les mains posées sur ses genoux. Quelque chose clochait. Les épaules de sa mère s'étaient tendues. Ses paroles s'étaient ralenties. Ses mains ne bougeaient pas autant que d'habitude. Il fouilla dans son sac à dos et en sortit discrètement son téléphone. L'écran s'illuminait faiblement sous l'ombre de son sweat à capuche. Il tapa un message rapidement. Maman a des ennuis. 2 flics. Station-service HY83. Viens maintenant. Il l'envoya à un contact. Oncle T. Puis il fit défiler les mémos vocaux et appuya sur enregistrer, glissant le téléphone sous sa veste et le glissant près de sa poitrine. Daniel ne l'avait pas vu le faire. Elle était maintenant concentrée, les yeux fixés sur Holloway, qui fit un pas plus près. Assez près pour qu'elle puisse sentir le café rassis dans son haleine. Y a-t-il quelque chose dans cette voiture que nous devons savoir, demanda-t-il. Mon fils, dit-elle calmement. C'est celui qui est dans la voiture. 10 ans. Je fais mes devoirs. C'est ça. Doyle se pencha vers la fenêtre du passager, mettant sa main en coupe pour regarder à l'intérieur. Jalen s'est figé, mais a continué à enregistrer. Et 10, hein? Il a l'air un peu plus vieux. C'est lui qui est à l'arrière, dit Doyle à voix haute comme s'il essayait de remuer quelque chose. Daniel hocha la tête. Oui, et j'apprécierais que tu ne lui fasses pas peur. Juste à ce moment-là, elle aperçut un panneau en papier collé sur la porte de la station-service. Caméra de sécurité temporairement hors service en raison de travaux de maintenance. Elle inspira brusquement. Le timing ne pouvait pas être pire. Pas de renfort, pas de témoin, et les 2 hommes devant elle avaient juste légèrement bougé, comme s'ils le savaient aussi. Holloway sourit, les yeux brillants. Eh bien, dit-il doucement, presque pour lui-même. Je suppose que nous sommes seuls ici ce soir. Et Jalen, assis sur le siège arrière, retenant son souffle, essayant de ne pas trembler, continuait d'enregistrer. La lumière rouge clignotait sous son sweat à capuche. Toujours allumé, toujours à l'écoute. Et c'est comme ça que tout a commencé. Pas avec des cris, pas avec des lumières clignotantes, mais avec un sourire qui ne signifiait pas sécurité, et une question qui n'était pas vraiment une question du tout. Daniel pouvait le sentir. Quelque chose avait changé. Le genre de tension qui ne monte pas seulement, mais qui s'enroule, se resserre, comme une tempête planant juste au-dessus du sol, attendant de frapper. L'officier Holloway avait arrêté de faire semblant. Son sourire avait disparu maintenant, remplacé par quelque chose de plus froid, de plus posé. L'officier Doyle se tenait juste derrière lui, les bras croisés, la mâchoire serrée, comme s'il avait déjà décidé comment la nuit se terminerait. Daniel sentit sa poitrine se serrer, non pas de peur, pas encore, mais de calcul. Elle connaissait des hommes comme eux. Elle avait travaillé assez longtemps pour soigner les ecchymoses causées par les badges. Et arrête de résister, aboya-t-il en lui tordant le bras, ignorant le son qu'elle faisait, mi-douleur, mi-choc. Laisse-moi partir. Mon fils me regarde. Cette petite merde. Doyle cracha en secouant la tête vers le siège arrière. Il fait semblant. Il n'est pas malade. Regardez-le essayer de nous faire lâcher prise. À l'intérieur de la voiture, Jalen haletait, sa vision était floue, sa poitrine brûlait. Il porta l'inhalateur à sa bouche, mais ses mains tremblaient trop pour appuyer dessus. Maman, il sifflait, à peine audible, les yeux écarquillés de panique. Maman, je ne peux pas. Daniel cria, il fait une crise d'asthme. Il a besoin de son inhalateur. Ferme ta gueule. Holloway cria, et d'un mouvement brutal, il ouvrit la porte arrière, se pencha et arracha l'inhalateur des mains de Jalen. Aucun enfant ne va simuler un épisode simplement parce que sa mère est menottée. Jalen poussa un cri sec et brisé, se plia en deux,
sifflant, essayant de respirer. Daniel se libéra de l'emprise de Doyle pendant une fraction de seconde, se précipitant vers le siège arrière, attrapant l'inhalateur tombé au sol et le fourrant dans les mains de son fils. Bébé, appuie. Appuie maintenant. Doyle l'attrapa à nouveau par derrière, l'attirant en arrière. C'est ça. C'est de la résistance. Tu viens de te mériter une vraie charge. Tu lui fais du mal. Jallan hurla, la voix rauque entre deux halètements. Oh, maintenant le petit a aussi une bouche. Holloway siffla en claquant la portière de la voiture. Vous vous croyez tous les deux au-dessus des lois ce soir. Vous pensez qu'on ne va pas vous balancer ici? Daniel tremblait maintenant, non pas de peur, mais de rage, d'impuissance, de l'injustice brûlante de tout cela. L'air se brisa avant même que le son ne soit enregistré. Les pneus crissèrent. Le caoutchouc déchirait l'asphalte mouillé comme des griffes. Un SUV noir s'arrêta brutalement à quelques mètres de l'endroit où Daniel s'était agenouillé, berçant le corps tremblant de son fils dans ses bras. Les phares traversèrent la bruine, traçant une ligne dure à travers la Seine, illuminant les officiers comme un projecteur. Personne n'avait demandé. L'officier Holloway attrapa instinctivement sa ceinture. Doyle recula, la main tremblant près de son tasé, mais ils se figèrent lorsque la porte s'ouvrit et qu'un grand homme noir vêtu d'un costume sombre en sortit. Il n'a pas crié. Il ne s'est pas précipité. Il marchait avec le genre de présence qui faisait que les gens se tenaient plus droits, qu'ils le veuillent ou non. Il avait de larges épaules, un rasage de près, la mâchoire carrée d'un homme qui avait combattu dans des salles d'audience capables d'enterrer des réputations. Et lorsqu'il atteignit l'avant de la scène, il souleva d'une main un étui à badge en cuir. L'emblème doré à l'intérieur captait la lumière comme un couteau. Mère Terence Brooks, dit-il d'une voix basse, mais suffisamment claire pour résonner dans les pompes à essence. Retirez vos mains de ma sœur tout de suite. Le silence fut immédiat, froid, soudain. Même la lumière clignotante de la caméra cassée de la station-service sembla s'être arrêtée pendant une demi-seconde. Holloway baissa lentement sa main. Doyle le regarda, incertain. Elle résistait, commença Holloway. Non, l'interrompit Terence. Elle tentait de survivre. Toi, tu violais presque chaque ligne du livre. Doyle essaya de retrouver sa voix. Nous avions des raisons de croire. Tu n'avais aucune raison, dit Terence, les yeux fixés sur Doyle comme des pinces en acier. Vous n'aviez aucun mandat, aucune raison, et maintenant vous avez mis la main sur une femme non armée devant son enfant dans un quartier où vous pensiez que personne ne le remarquerait. Mais quelqu'un l'a fait. Il se tourna, fit un geste vers la rue, et comme des ombres invoquées, 2 unités de patrouille désignées du commissariat central de Riverdale entrèrent. Les sirènes étaient maintenant silencieuses, les lumières tournaient silencieusement, les portes s'ouvraient rapidement, les officiers en uniforme sortaient avec une urgence brève. L'un d'eux fit un signe de tête à Terence sans poser de questions. « Nous avons reçu l'appel, » dit le sergent. « Les commandes de l'expédition sont en attente de vos directives. » Les officiers Holloway et Doyle, déclara Terence calmement, seront relevés de leurs armes et placés en détention administrative. Ici et maintenant. Quoi? Holloway aboya en se tournant vers les autres policiers. Tu ne peux pas être sérieux. Tu le crois sur parole? C'est un membre de la famille et un fonctionnaire fédéral, répondit le sergent. Et vous n'êtes pas au-dessus du protocole. Il hésita, mais lorsque 2 jeunes officiers s'approchèrent avec des gants, Holloway détacha finalement sa ceinture avec un grognement, la claquant sur le capot de sa voiture de patrouille. C'est des conneries, cracha-t-il. Cette garce aurait dû rester à la maison si elle ne voulait pas être interrogée. Terence ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. Vous venez d'obtenir votre suspension, agent Holloway. Continuez à parler. Vous serez directement poursuivi au pénal. Pendant que les officiers étaient séparés et désarmés, des ambulanciers sortirent d'une ambulance rouge et blanche, se garant maintenant à l'autre bout de la station. L'une d'elles, une femme aux cheveux gris courts et au regard vif, se précipita vers Daniel et s'agenouilla. « Les signes vitaux sont instables, dit-elle. La respiration du garçon est difficile, la tension artérielle de sa mère monte en flèche. Nous devons y aller,
murmura Daniel d'une voix rauque, les larmes séchant sur ses joues. S'il te plaît, Terence s'approcha et lui toucha doucement l'épaule. Sa voix, lorsqu'elle arriva, était plus basse mais chargée d'émotion. Tu pars. Je roule avec toi. Tu es en sécurité maintenant. Il l'aida à se relever tandis que le médecin attachait Jalal sur une civière. La main du garçon trouva les doigts de sa mère qui la serrait fermement. Sa respiration s'était stabilisée, mais son visage restait pâle, les yeux écarquillés et fixes. Terence se pencha et effleura doucement le front de Jalal. « Tu as bien fait, mon pote, dit-il. Tu as sauvé ta mère ce soir. » Daniel se tourna vers lui tandis qu'on les chargeait dans l'ambulance. « Comment l'as-tu su ? » Jalal m'a envoyé un SMS, dit Terence. Et il a tout enregistré. Tu as peut-être cru que les caméras étaient éteintes, mais les micros, non. De l'intérieur de l'ambulance, tandis que les portes se fermaient et que les gyrophares commençaient à s'allumer, Daniel regarda une dernière fois par la vitre arrière, au-delà de la foule qui commençait à se rassembler, au-delà de la station-service où sa nuit ordinaire s'était transformée en champ de bataille. Elle vit Holloway, menotté et furieux, criant après personne. Doyle était assis sur le trottoir, la tête entre les mains. Terence se tenait debout dehors, les bras croisés, la mâchoire serrée. Les rues de Riverhill n'étaient plus silencieuses. Plus ce soir. La salle de conférence de l'hôtel de ville était trop propre, trop silencieuse, presque chirurgicale. Des néons bourdonnaient au-dessus de lui comme des abeilles lointaines, projetant un bleu froid sur la table en bois laqué qui s'étendait sur l'espace comme une salle d'audience. L'air était chargé d'une fraîcheur stérile, en partie due à la climatisation, en partie à l'antiseptique, comme celle que l'on ressent dans les hôpitaux ou les morgues. C'était une pièce construite pour les décisions, pas pour le confort. Et ce matin-là, chaque recoin semblait retenir son souffle. Daniel était le visage terrifié de Daniel. Jalal tend la main vers son inhalateur. Au moment où Doyle a levé la main. Pas de filtre, pas de modification. La pièce a explosé. Les questions fusent comme des mitraillettes. Est-il vrai que la victime est ta sœur ? Le garçon a-t-il été hospitalisé ? Quelles accusations sont portées ? Hall leva la main, sa voix coupant le brouhaha. Il ne s'agit pas de famille. Il s'agit de justice. Cette ville ne protège pas les agresseurs en uniforme. Pas plus. De l'autre côté de la ville, le commissariat était un monde différent. Un éclairage intense, des bottes qui claquent, l'odeur du café rassis et du devoir. Doyle et Holloway étaient assis dans l'arrière-salle, menottés à un banc en acier. Leurs visages étaient rouges, non pas de honte, mais de fureur. « C'est des conneries », cracha Doyle en tordant ses poignets contre les menottes. « Ils nous jettent sous un bus à cause d'une garce bruyante et de son faux enfant asthmatique. » Un jeune officier à proximité grimaça, mais ne dit rien. « Tu l'as laissé filmer ce cirque », aboya Holloway. « Ils nous crucifieront. » Vous pensez que le public se soucie encore de la vérité ? Bien sûr que non. Ils veulent un spectacle. Mais personne ne leur a répondu parce que personne ne les croyait. En milieu d'après-midi, la vidéo était devenue virale. Les gros titres criaient sur tous les écrans. Une infirmière agressée par la police dans une station-service. Un enfant asthmatique a été frappé lors de son arrestation. Le maire Hall exige des comptes. Les hashtags ont afflué. Protéger les enfants noirs. Justice pour Daniel. Responsabilité maintenant. La ville n'a pas simplement réagi. Elle rugissait. Les manifestants ont commencé à se rassembler devant les marches du palais de justice. Pas avec des mégaphones, mais avec des poussettes, des blouses d'infirmières, des vestes de pompiers, des gens ordinaires. Les voisins de Daniel, ses patients, ses collègues. De retour dans le coin tranquille de l'hôtel de ville, Daniel était assise avec son fils blotti contre elle, regardant le chaos se dérouler sur une télévision fixée au mur. Ses doigts effleurèrent distraitement les boucles de Jalal. Il somnolait maintenant, fatigué, mais en sécurité. Respirait facilement. Elle regarda son frère, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Vous pensez qu'ils seront vraiment tenus responsables ?» La réponse de Paul est venue lentement, honnêtement. Si ce n'est pas le cas, cette ville ne restera pas silencieuse.
Dehors, les sirènes résonnaient au loin. Pas par colère, mais peut-être, juste peut-être, par changement. La salle d'audience était pleine à craquer. Pas avec des inconnus, pas avec des médias en quête de clics, mais avec des gens qui connaissaient la vérité avant même qu'elle ne soit révélée aux médias. Des infirmières toujours en tenue d'hôpital, des concierges en pause, des enseignants aux yeux fatigués, des mères tenant leurs enfants contre elles sur leurs genoux. Il n'y avait pas de slogan, pas de chant, juste le silence. Un silence lourd et dense qui pesait sur chaque épaule comme un poids. Le genre de silence qui dit « Nous avons déjà vu cela, mais cette fois, nous sommes présents. » Danielle était assise près de l'avant, son bras en écharpe, son fils à côté d'elle, tenant sa main libre avec les deux siennes. Jalland était vêtu d'une chemise boutonnée et de petites chaussures noires. Il avait l'air d'aller à l'église, mais sa mâchoire était serrée comme celle d'un homme 3 fois plus âgé. Il n'avait pas beaucoup parlé ces derniers jours, non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il écoutait. Le maire Christopher Hall est entré par la porte latérale, non pas en costume cette fois, mais avec un pull et un pantalon gris anthracite, sans cravate. Il n'était pas là en tant que maire aujourd'hui. Il était un frère, un oncle et un citoyen. Il fit un petit signe de tête à Danielle, et elle le lui rendit. Il n'y avait rien à dire. Pas maintenant. Le juge est entré. Ordre de gafle. L'État a appelé ses témoins. Il n'avait pas besoin de peindre un tableau. La vidéo a fait ça. Ils ont juste appuyé sur play. Tout le monde regarda à nouveau Doyle pousser Danielle dans le capot de sa voiture. Alors que Holloway riait, que le garçon pleurait, que la gifle atterrissait, les halètements n'étaient pas dramatiques. Ils étaient fatigués, comme des blessures qui se rouvrent. L'avocat de Doyle a essayé de faire tourner les choses en dérision. Il a dit que Danielle avait une attitude hostile. Il a déclaré que Jalland avait été formé pour manipuler les adultes. L'avocat de Holloway a parlé d'un malentendu, d'un arrêt de routine devenu tendu. Mais ensuite est arrivé le technicien de la station-service. Un homme âgé, blanc, à la voix douce. Il a expliqué que la caméra de sécurité était en panne depuis des semaines et que le matin même de l'incident, il l'avait reconnectée. Les images ont été enregistrées, horodatées et parfaitement synchronisées avec le fichier audio de Jalland. Rien ne pouvait être nié. Lorsque Danielle est montée à la barre, elle n'a pas pleuré. Sa voix était calme, lente, contrôlée. Elle parlait comme quelqu'un qui avait repassé 1000 fois dans sa tête chaque seconde de cette nuit. « Je n'avais pas peur pour moi », a-t-elle déclaré, les yeux rivés sur le jury. « J'avais peur qu'il ne me laisse pas accéder à l'inhalateur de mon fils à temps. » Jalland n'a pas été invité à parler, mais le juge a autorisé le tribunal à entendre son enregistrement. Chaque souffle, chaque supplication, chaque insulte. Holloway qualifie Danielle de reine de l'aide sociale avec une attitude. Doyle se moque de Jalland. « Qu'est-ce qui ne va pas, petit homme ? Maman t'apprend à simuler l'asthme pour des pilules gratuites. » Lorsque le jury est revenu, il n'y avait plus de suspense. Coupable de tous les chefs d'accusation. Force excessive, agression, mise en danger d'enfant, dépôt d'une fausse plainte. Les paroles du juge étaient fermes. Ce tribunal déclare les 2 accusés non seulement coupables, mais également inaptes à porter l'insigne de cette ville. Vous êtes par la présente déchus de tous vos pouvoirs d'application de la loi et placés en détention provisoire en attendant votre condamnation. Danielle ne souriait pas Hall non plus. Mais la tension dans la pièce, des années, des décennies, des générations, s'est légèrement fissurée, comme une tempête qui se lève, comme un souffle après avoir été retenu trop longtemps. À l'extérieur du palais de justice, la foule s'était agrandie. Pas une protestation, une présence. Ils n'ont pas chanté. Ils n'ont pas crié. Ils se sont simplement levés. Certains tenaient des pancartes, certes, mais la plupart se tenaient simplement épaule contre épaule, face au bâtiment comme s'il s'agissait d'un miroir. Ils ne faisaient pas la fête. Ils étaient témoins. Danielle et Jalland sortirent tranquillement. Quelques personnes ont applaudi. Une femme tendit la main et toucha doucement celle de Danielle. « Merci, dit-elle, de ne pas être restée silencieuse. » Danielle regarda son garçon. C'est lui qui n'est pas resté silencieux. Paul s'approcha et tendit à Jalland quelque chose de petit, un badge de police, plié, brûlé sur les bords,
enfermé dans du verre. Pas comme un trophée, mais comme un rappel. Et c'était à moi, dit doucement Hall. J'ai quitté la police il y a 15 ans lorsque j'ai réalisé que l'uniforme ne protégeait pas tout le monde. Peut-être qu'un jour cela arrivera, mais cela commence par des gens comme vous. Jalland cligna des yeux, ne sachant pas s'il devait le prendre. Daniel hocha la tête. Poursuivre. Il tendit la main, prit le cadre en verre et le serra contre sa poitrine. 3 semaines plus tard, la ville a voté en faveur de l'adoption du Jelen Carter Act, une nouvelle loi exigeant que tous les contrôles routiers soient obligatoires avec caméra corporelle, avec peine de prison pour la désactivation de l'équipement ou la falsification des enregistrements. Un nouveau conseil de surveillance civile a prêté serment avec Daniel comme conseillère principale. Elle ne le voulait pas, mais elle s'est quand même présentée, car le changement ne se produit pas quand on est prêt. Cela arrive quand il le faut. Jalland est retourné à l'école un peu plus calme, un peu plus grand. Parfois, les enfants lui demandaient à quoi cela ressemblait. Il a simplement haussé les épaules et a dit « Fort ». Lorsqu'on lui demandait s'il voulait devenir policier un jour, il répondait « Non, je veux être médecin. Mais je me souviendrai de ce que j'ai vu ». Daniel est retourné au travail. Une nuit, alors qu'elle soignait une patiente, une femme noire âgée lui a attrapé la main et lui a murmuré « Vous avez facilité la tâche à la prochaine infirmière qui vous ressemble. » Daniel hocha simplement la tête. Parce que parfois, ça suffit. Pas de justice, pas de paix, mais un changement, une fissure. Et d'une fissure vient la lumière.